Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Vous êtes président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. On va revenir avec vous sur les conséquences économiques de ces 3 semaines de mobilisation. Mais avant cela, une réaction aux annonces à la mi-journée du gouvernement. Alors je les rappelle, la suspension des taxes sur les carburants, le gel de la hausse des prix de l'électricité, du gaz, et puis la suspension du nouveau contrôle technique, jugé un peu complexe, un peu trop cher. Est-ce que ça va dans le bon sens, François Asselin ? Ce sont plutôt des propositions bien ciblées, puisque la taxe des carburants était au centre de ces discussions, en tout cas de ces manifestations. Ce qu'on peut regretter, c'est que tout cela soit un petit peu tardif, puisque nous, il y a déjà 3 semaines et demie, à la CPME, on avait dit il faut faire un moratoire. On sentait cette colère sourde monter. Et là, le gouvernement a longtemps tergiversé, est resté très silencieux, n'a pas apporté des réponses adéquates. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les revendications sont un petit peu disparates. Autour de la taxe carburant, se sont agglomérées un tas de choses qui sont diverses et variées, complètement parfois ubuesques. Mais en attendant, la colère est bien installée et j'espère, mais j'y crois à peine, que ces premiers éléments de réponse du gouvernement calment ce 4e week-end annoncé qui, visiblement, n'a pas l'air de baisser en termes de mobilisation. Oui, pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Alors, après 3 semaines de mobilisation, comment se portent les petits commerçants, les entreprises partout dans notre pays, François ? Ils ne se portent pas bien quand vous avez 3 week-ends de suite où votre chiffre d'affaires baisse fortement. Des chiffres, la grande distribution, c'est entre moins 35 et moins 25% sur 3 week-ends consécutifs. Aux portes de Noël, l'industrie du jouet, c'est 37% du chiffre d'affaires dans les 2 derniers week-ends du mois de décembre. Autant vous dire que les enjeux sont considérables pour le commerce, mais pas que. Vous avez les transports. Une entreprise de transport en France, son résultat net, c'est 1%. C'est la moyenne. 3 jours d'arrêt, c'est le résultat qui s'efface. 4 jours, on bascule dans le rouge. Donc vous avez des pans entiers de notre économie qui sont mis en situation de fragilité. Et là, effectivement, on peut craindre pour les semaines à venir que des entreprises, tout simplement, mettent la clé sous la porte. Oui, et alors là, on parle des commerces qui, pour beaucoup, ont pignon sur rue. On a vu des commerces pillés. Mais les blocages concernent aussi des entrepôts, des sites industriels qu'on voit moins, qui sont en amont et qui, eux aussi, subissent de plein fouet ces mouvements. Mais bien évidemment. Et puis vous savez, quand bien même un rond-point n'est pas bloqué, on peut accéder à un centre commercial. Beaucoup de Français n'osent plus prendre leur voiture de peur d'être bloqués par les gilets jaunes. Résultat, il y a peu de monde dans les galeries marchandes, peu de monde dans les magasins, et c'est la consommation qui s'effondre. Donc effectivement, nous sommes dans une situation très inconfortable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers tout ça, ce sont les plus fragiles qui risquent d'être impactés d'abord. Ce sont souvent le commerce indépendant qui sont les plus fragiles. Et puis dans ces commerces indépendants, vous avez des salariés. Eux-mêmes risquent d'être mis en difficulté. Donc attention, ne nous tirons pas une balle dans le pied. Lorsqu'on touche à l'économie, lorsqu'on touche aux acteurs économiques, on touche à tous les Français. Oui, parce que finalement, les Gilets jaunes, ce que vous dites, c'est qu'ils risquent d'être les premiers à faire les frais de ce ralentissement économique. Dans les Gilets jaunes, il y a des salariés de ces entreprises. Dans les Gilets jaunes, il y a aussi des clients de ces entreprises. Et puis, il y a aussi les patrons, parfois, de ces entreprises. Bien évidemment, parce que vous savez très bien que pour financer des mesures sociales, il faut avant tout gagner de l'argent et créer de la richesse. Et la richesse se crée dans les entreprises, chez les artisans, chez les commerçants, chez les entrepreneurs, chez les industries, les industriels. Donc effectivement, si on impacte l'économie, il y aura des répercussions sur la vie de tous les Français. Et souvent, c'est les plus fragiles qui seront encore plus impactés que les autres. Alors, on parle de pertes colossales. L'ANIA, qui est l'agence qui représente l'industrie agroalimentaire, parle, elle, en anticipation de 13 milliards d'euros de pertes. Il y a d'autres, évidemment, vous parliez du commerce de détail. Évidemment, on pense aux fruits, aux légumes, à la viande qui était censée être vendue là, pour Noël et qui sont jetés. Ce sont des aliments périssables qui sont jetés. Tout ce qui est périssable et qui n'est pas vendu, bien évidemment, passe à la poubelle. À la poubelle. Quel gâchis. Quel gâchis. Alors, est-ce que ça a été chiffré ? Est-ce qu'on sait à terme comment est-ce qu'on va pouvoir arranger tout cela ? Alors pour l'instant, nous, on est en train de remonter au niveau de la CPME toutes les données vraiment les plus précises possibles au niveau de chaque département, chaque, on va dire, ville, pour tout simplement avoir après en préfecture une action très précise et mettre en place une action d'urgence économique. Parce que bien évidemment, si on ne fait rien pour ces entreprises qui souffrent aujourd'hui à travers ces grèves des Gilets jaunes, nous aurons des défaillances en cascade. Et ça, il faut absolument l'éviter. Une entreprise qui périclite, ça va très vite et la reconstruire, ça met beaucoup de temps. Et oui, alors justement, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux,
a annoncé ce matin dans la presse un quasi-état d'urgence économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, nous avons eu 2 rendez-vous chez Bruno Le Maire ensemble. Il y avait lundi, il y a 8 jours et lundi dernier. Et nous avons fait le constat effectivement que beaucoup d'entreprises étaient au bord du dépôt de bilan et qu'il fallait absolument réactiver la cellule de continuité économique qui fasse en sorte que les dettes fiscales et sociales soient étalées pour les entreprises. Ça, c'est impératif. Et puis aussi, les banques, c'est-à-dire que vous avez des crédits de trésorerie qui sont accordés. Il faut absolument les prolonger au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2019. Sinon, des entreprises risquent de sombrer. Alors justement, vous parliez du soutien de l'État pour les entreprises fragilisées. Il y a aussi des mesures de chômage partiel. Oui. Est-ce que le chômage, est-ce que l'emploi va être directement au risque de subir de plein fouet? Bien évidemment. Alors, le chômage partiel, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que ça permet aux salariés de toucher une petite partie de son salaire, mais pas tout le salaire. Et ça permet à l'entreprise de ne pas payer tout le salaire, mais d'en payer quand même une petite partie. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes. Et puis, vous avez dans une entreprise, vous avez des charges fixes. Votre loyer, il faut bien le verser tous les mois, que vous ayez ou non des clients qui achètent ou pas. Donc, tout cela fait que les entreprises se retrouvent dans des situations très compliquées et les salariés de ces entreprises risquent aussi d'être dans une situation de fragilité. Souvent, c'est la période où on verse le 13e mois. Si jamais l'entreprise ne peut pas verser ce 13e mois parce que la trésorerie n'est pas au rendez-vous, imaginez ce que ça fait dans le porte-monnaie des Français. Alors, on parle de cela, on parle aussi de Noël, qui est une période traditionnellement propice aux embauches, aux petits CDD, aux intérims. Vous savez, ces renforts de Noël. Exactement. Est-ce que là, les embauches vont avoir lieu? Écoutez, il nous reste encore 3 week-ends avant les fêtes de Noël. C'est ça, 3 semaines avant les fêtes. Voilà. Espérons que tout cela soit rapidement derrière nous et qu'effectivement, on retrouve un petit peu le sourire. Notre pays a besoin de douceur. Oui. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement aujourd'hui pour vous aider à reprendre pied le plus vite possible? Écoutez, aujourd'hui, il y a une vraie défiance vis-à-vis de la trajectoire fiscale de notre gouvernement. Et là, ce n'est pas faute d'avoir alerté le gouvernement ces dernières semaines. On s'est aperçu qu'à travers les taxes, soi-disant pour passer en transition écologique, on s'est aperçu qu'une partie fiscalité écologique. La fiscalité écologique, on s'est aperçu qu'une petite partie allait vraiment vers la transition écologique et que l'autre remontait aux recettes, au budget de l'État. Il faut que le gouvernement fasse un acte de transparence pendant ce moratoire, qu'il donne aux Français exactement le fléchage de ce que représente la fiscalité et les taxes que payent les entreprises et tous les Français, et faire en sorte que nous avons atteint un plafond. Nous sommes les champions d'Europe du prélèvement fiscal. Il faudrait que l'État s'engage dans la durée à ne pas dépasser ce plafond et qu'à l'intérieur de ce plafond, il soit transparent sur le fléchage des taxes et des impôts, sachant que vous avez la fiscalité au niveau national, lorsque par exemple vous reversez la TVA, lorsque vous payez votre impôt sur les sociétés, mais vous avez aussi la fiscalité locale de votre mairie, de votre département, de votre région, et ça, c'est un tout. C'est ce que propose d'ailleurs le gouvernement en disant qu'ils annoncent un grand débat sur les impôts, sur la dépense publique à partir de janvier, je crois. Eh bien, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est tellement évident, il ne peut pas y avoir, entre guillemets, de redistribution s'il n'y a pas en face, il n'y a pas d'économie. C'est tout le temps ce que nous avons demandé. Il faut que, de ce point de vue-là, le gouvernement, rapidement, mette en perspective quelle est sa politique fiscale jusqu'à la fin du quinquennat. Ce que nous aimerions, nous, la CPME, c'est que ce plafond, non seulement ne soit pas dépassé, mais en plus qu'il y ait une trajectoire de ce plafond qui baisse, parce que nous avons toujours 8 points d'écart de prélèvements fiscaux par rapport à nos voisins allemands. Alors, vous dites qu'un 4e samedi de désordre n'est tout simplement pas une option possible. Malheureusement, on ne sait pas encore si les appels à la mobilisation vont être levés ou pas pour ce week-end. En attendant, comment est-ce que vous vous préparez à ce week-end de blocage? Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, des mesures de protection au titre de la liberté de circuler ou d'ouvrir le commerce? Nous avons tous été particulièrement choqués, abasourdis par les images que nous avons vues le week-end dernier. Donc nous voudrions... On pense au pillage. Le pays, vous savez, dans ses monuments, dans ses bâtiments administratifs, etc., c'est un bien commun. Ça appartient à tous les Français. Si on commence à détruire le bien commun, c'est la société à laquelle on s'attaque. Si on commence à s'attaquer aux magasins, c'est le droit de propriété, qui est un droit essentiel, premier, qu'on ne respecte plus. Faisons attention à tout cela. Je pense qu'il y a plein de manières de manifester, de se faire entendre. Sachons garder raison, faisons en sorte de manifester, bien évidemment, mais si possible dans le calme, et respectons les acteurs économiques, parce que sans eux, le pays ne pourra jamais se redresser. Merci François Asselin. On poursuit la réflexion, évidemment. On revient sur cette actualité des Gilets jaunes avec Caroline Roux dans C'est dans l'air, qui reviendra aussi sur les annonces du gouvernement. Seront-elles suffisantes pour désamorcer la crise? C'est dans l'air, c'est dans un instant.